Le 28 septembre 1970, c'est l'onde de choc absolue. Du jour au lendemain, un des leaders les plus influents de la planète s'effondre. Pas de longue maladie, pas de signe avant-coureur, rien. Juste un décès fulgurant qui a, on s'en doute, immédiatement déclenché une avalanche de rumeurs, de théories du complot et d'accusations de toutes parts. Alors aujourd'hui, on va rouvrir ce dossier, cette affaire classée de la mort de Gamal Abdel Nasser. On va se baser sur les archives historiques et médicales pour comprendre enfin ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre ce jour-là. Allez, on y va. Au menu de notre enquête aujourd'hui, d'abord les toutes dernières heures du président. Ensuite, les accusations portées contre les médecins et l'entourage. On passera aux théories d'empoisonnement interne, puis aux accusations contre les services secrets étrangers. Et pour finir, on révélera la vraie cause, la réalité médicale et génétique. Première partie, les dernières heures du président. Remettons-nous un peu dans le contexte de l'époque. On est juste après le sommet du Caire, un sommet hyper tendu, convoqué en urgence absolue pour régler le conflit de Septembre Noir. Bref, une pression monstre. Le président vient tout juste de dire au revoir à l'émir du Koweït à l'aéroport. Et c'est là, précisément à ce moment-là, qu'il se sent défaillir. Des sueurs froides, le cœur qui s'emballe, on le ramène chez lui en urgence, on branche les électrocardiogrammes. À 17h, la radio diffuse les infos et l'heure du décès est prononcée. Face à cette crise soudaine, il y a deux figures médicales qu'il faut absolument distinguer pour bien comprendre la suite. D'un côté, on a le médecin traitant, le docteur Mansour Fayez. Lui, c'est celui qui s'occupe du diagnostic général. Et de l'autre, on a le médecin accompagnateur, le docteur El Sawi Habib. C'est lui qui administre les soins au quotidien, qui est toujours à ses côtés. C'est d'ailleurs lui qui gère l'urgence avant d'être rejoint par son collègue. Alors qu'il est allongé, son rythme cardiaque a l'air de se calmer. Il écoute le bulletin radio de 17h. Et là, il lâche cette phrase, lourde de sens, à son médecin. « Dieu merci, je suis enfin soulagé, ça oui. » Et puis, plus rien. Pas de longue agonie, pas de râle de la mort, aucun signe visible de douleur. Un départ tellement paisible et pourtant si brutal que c'est justement cette absence de souffrance qui va mettre le feu aux poudres. Forcément, on se demande tous comment un homme avec une telle carrure peut s'éteindre comme ça, en un claquement de doigts. Deuxième partie, les accusations contre les médecins et les proches. Face à l'incompréhension totale, la chasse aux sorcières commence, et elle commence directement dans la chambre. L'accusation la plus folle vient du chef des chambellans en personne. Il accuse carrément le médecin accompagnateur d'avoir tué le président avec une mauvaise injection, une soi-disant dose d'intestine privin. C'est une accusation gravissime, qui a fini au tribunal, mais le pire, ou plutôt le plus absurde, c'est que l'enquête a prouvé que ce prétendu poison mortel, c'était juste de banales gouttes pour le nez. Le médecin a été blanchi sur toute la ligne. Ça montre bien comment le choc et le chagrin peuvent pousser à des accusations complètement aveugles. Ce qu'il y a de vraiment fascinant ici, c'est cette autre légende super tenace sur un masseur, un certain Ali El Latifi, qui aurait frotté les jambes du président avec une pommade mortelle. On se croirait littéralement dans un James Bond. Et pour cause, l'homme a bien été démasqué plus tard comme un espion du Mossad. Mais, et c'est un grand mais, l'histoire ne tient pas la route une seconde. Historiquement, cet homme était le masseur du successeur, le président Sadat, et n'a jamais, au grand jamais, fait partie du staff de Nasser. Le mythe s'effondre dès qu'on regarde les registres du personnel, tout simplement. Troisième partie, les théories d'empoisonnement et le complot interne. Une fois la piste médicale écartée, la machine à rumeurs s'emballe complètement sur l'idée d'un meurtre de l'intérieur. On a tout entendu, vraiment tout. Un jus de fruits empoisonné qui était censé être pour le roi de Jordanie, des bouquets de fleurs toxiques, et même une rumeur explosive affirmant que le vice-président de l'époque lui aurait servi un café empoisonné 3 jours plus tôt, avec un effet à retardement digne de la science-fiction. Mais bon, le point crucial, purement médical, qui démontre tout ça, c'est l'absence de symptômes. Un empoisonnement mortel de ce genre, ça provoque obligatoirement des réactions physiques ultra-violentes, des crampes insoutenables, des vomissements, une agonie qui se voit. Or, on l'a dit, le décès a été d'une tranquillité absolue. En plus de ça, les mesures de sécurité autour des repas du président rendaient tout accès extérieur impossible. Bref, ces théories internes ne résistent ni à la science, ni à la logique de sécurité. Quatrième partie, les accusations des services secrets étrangers. Et là, on passe au niveau supérieur. Les rumeurs s'exportent à l'international et deviennent carrément grandioses. Un document britannique déclassifié parlait d'un complot soviétique avec un traitement à l'oxygène pour astronautes. Rien que ça. D'un autre côté, le Mossad se targuait d'un empoisonnement ultra sophistiqué, voire de rituels de magie noire, selon certaines revendications. Sans oublier des pseudo-documents saoudiens et américains qui évoquaient un plan machiavélique pour éliminer la menace égyptienne. Mais posons-nous 2 minutes et décortiquons tout ça avec un peu de bon sens. D'abord, géopolitiquement parlant, pourquoi l'Union soviétique irait assassiner son plus grand allié au Moyen-Orient? Ça n'a aucun sens. Ensuite, médicalement. Si on avait manipulé la pression d'oxygène à un tel niveau, les poumons ou le cerveau auraient littéralement explosé de l'intérieur, ce qui n'est pas arrivé.
Et pour les documents saoudiens, ça va complètement à l'encontre du soutien financier massif du roi Faisal à l'Égypte pendant les guerres. C'était ni plus ni moins que de la bonne vieille guerre psychologique pour semer la zizanie. Alors, avec toutes ces fausses pistes, ces rumeurs montées de toutes pièces et ces complots démontés les uns après les autres, une question, la vraie question, s'impose. Si ce ne sont ni les médecins, ni les politiciens, ni les espions internationaux, qui a véritablement porté le coup fatal ce jour-là ? 5e et dernière partie, la vérité médicale et génétique. Eh bien, la réponse est beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus intime qu'un complot d'État. Regardons l'histoire familiale. C'est accablant. La mère, emportée jeune par des problèmes cardiaques et du diabète. Ses deux frères, El Leiti et Ez El Arab, décédés tous les deux d'une crise cardiaque, au début de la cinquantaine. Et le président, porteur des mêmes maladies héréditaires, décédé d'une crise cardiaque, à 52 ans exactement. Le vrai coupable n'avait rien d'un agent double. C'était la génétique. Implacable, silencieuse. Et ce n'est même pas toute l'histoire. Ce chiffre, c'est juste hallucinant. 80. C'est le nombre de cigarettes qu'il fumait par jour. Pour un homme avec un diabète sévère et un cœur fragile, c'est littéralement une arme de destruction massive pour les artères. Alors oui, il a complètement arrêté en 1968, sous la pression énorme de ses médecins soviétiques, mais le mal était fait. Les dégâts étaient déjà irréversibles. Et on ajoute à ça un autre chiffre qui fait froid dans le dos, 16. 16 heures de travail quotidien, très souvent la nuit. Les médecins le suppliaient de lever le pied, de laisser son corps récupérer un minimum, mais avec la pression de diriger une nation en pleine crise, le rythme était infernal. Son système immunitaire et cardiovasculaire, déjà complètement à plat, a juste été poussé au-delà de ses limites. Le truc que presque personne ne savait à l'époque, c'est que la fin avait déjà commencé l'année précédente. En 1969, après une grosse opération militaire, le dirigeant disparaît des radars pendant une semaine. La version officielle, une mauvaise grippe. Sauf que la réalité médicale, c'était une première alerte cardiaque très très sévère. Son système circulatoire était déjà sur le point de lâcher, bien avant ce fameux mois de septembre 1970. Derrière l'image du leader fort, intouchable, il y avait une souffrance physique, quotidienne, monumentale. Les problèmes de circulation sanguine lui faisaient tellement mal aux pieds qu'il ne pouvait même plus porter de chaussures neuves. C'est un de ses fils qui devait les casser pour lui. Il a même fallu installer un ascenseur chez lui juste pour monter un seul étage, parce que son cœur ne tolérait plus l'effort des escaliers. Le stress immense du sommet du Caire, ça a juste été l'étincelle de trop sur un corps qui n'en pouvait plus. Quand on décortique ce dossier de fond en comble, il y a un truc fascinant qui ressort. On a souvent un mal fou à accepter qu'un personnage historique de cette envergure, un géant de la politique, puisse être abattu par quelque chose d'aussi banal que la génétique ou la fatigue. C'est tellement plus tentant de s'inventer des mythes incroyables. Mais avec les preuves médicales, l'hérédité fatale et un mode de vie aussi destructeur, on peut vraiment se demander, a-t-on vraiment besoin de chercher des complots obscurs alors que la fragilité de notre propre condition humaine est là, évidente, juste sous nos yeux ?